Donc la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a des candidats à l'installation, qu'il y en a dans différentes classes sociales, issues dont les parents sont dans différentes catégories socio-professionnelles. Alors ils sont motivés, hein, ils ont des profils très, très divers. Bon, mais être candidat, c'est une chose. Après, il faut réussir à s'installer. Et quand on est installé, il faut réussir à se maintenir, gagner sa vie et être bien dans son métier et dans sa peau. Voilà. Alors, est-ce que ça reste toujours aussi compliqué? Est-ce que ça s'améliore? Quels sont les nouveaux appuis? Est-ce que les différents acteurs qui aident à l'installation travaillent différemment, travaillent main dans la main? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir avec cette table ronde. Donc, on a 5 invités que je vais appeler à nous rejoindre. Monsieur Genet, Jean-Pierre Genet, voilà, merci de nous rejoindre. Alors, je vais me réserver un petit fauteuil parce que j'aurais peut-être envie de m'asseoir, donc je vous en prie. Voilà, je vous présente. Donc, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, j'ai tout dit, pour Rennes, L'Heureux et Combourg. Parfait. Bonjour à tous. Voilà, merci bien d'être avec nous. Je vais également appeler Anne-Lise Jacot. Anne-Lise Jacot, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut Agro de Rennes, c'est bien ça. Je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Tanguy Martin, merci de nous rejoindre. Tanguy Martin, vous êtes porte-parole de Terre de Liens, c'est bien ça. Et basé à Angers, c'est ça. Merci d'être avec nous. Arnaud Lécuyer, voilà. Oui, vous êtes là, je ne vous voyais pas derrière le haut-parleur. Merci de nous rejoindre. Alors, je crois que beaucoup de gens vous connaissent, mais je vais quand même repréciser votre fonction, vice-président à la région, en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation. Et Loïc Guine, voilà, président de la Chambre d'agriculture, beaucoup de gens vous connaissent. Merci à tous d'être là. Alors, je vais vous interroger un petit peu sur en quoi quelle pierre vous mettez à l'édifice de l'installation. Après, il y aura des échanges entre vous et vous serez également invités à poser vos questions. Et bien sûr, Bertie Tarot et Laurent Piette restent avec nous. N'hésitez pas à intervenir également. Alors, vous avez un micro devant vous. On va vérifier qu'il est ouvert. Voilà. Vous êtes directeur d'établissement agricole. Il y a combien d'élèves et que disent les chiffres de rentrée? Ça attire l'agriculture ou moins? On dit toujours qu'il y a un manque d'attractivité. Alors chez vous, les salles sont pleines ou vides? Alors les salles sont pleines et peuvent encore se remplir. Donc ça, c'est un point positif. J'ai oublié de préciser quand même que, en ce qui vous concerne, si je ne me trompe pas, ça va du CAP au Bac+3. Il y a même les prépas veto et école d'ingénieur. C'est bien ça? Et puis établissement atypique est un mixte enseignement agricole et éducation nationale. Donc on en rajoute un peu. Les effectifs augmentent, c'est un point positif. Les chiffres pour la Bretagne, en tout cas pour cette rentrée, c'est à peu près plus 3%. Toute famille de l'enseignement agricole confondu et toute forme de formation, initiale scolaire, apprentissage et formation continue. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 5 dernières années, on est à plus 7% d'effectifs au niveau national pour les jeunes ou les moins jeunes qui rentrent dans l'enseignement agricole, avec un objectif en tout cas pour l'enseignement agricole technique, c'est plus 30% de jeunes qui rentrent dans les formations, dans cet objectif effectivement de renouvellement des générations, à la fois pour être chef d'exploitation féminin comme masculin, mais également salarié dans les exploitations agricoles. D'accord, donc vous préparez bien des gens à être actifs dans l'agriculture, c'est-à-dire que vous ne vous adressez pas que à des futurs exploitants, mais également à des salariés. Justement, ça joue sur les motivations. Est-ce que vous percevez, est-ce que vous enquêtez un petit peu, vous discutez, ça c'est sûr, en proximité avec vos élèves et avec les étudiants, sur les motivations qu'ils peuvent avoir? Alors ça varie peut-être selon les filières. Est-ce que vous retrouvez aussi cette diversité? Leur motivation, c'est quoi aujourd'hui? C'est toujours finalement avoir un travail où on est autonome, être son propre patron. On a longtemps entendu ça peut peut-être à l'ère des startups rester important dans l'agriculture. Est-ce que c'est avoir du sens, comme on entend les jeunes le dire? Voilà, nous maintenant on veut avoir du sens. Est-ce que le revenu, ça arrive après ou c'est important? Il y a tout. Il y a tout, et j'ai trouvé intéressant l'explication que vous avez fait, en tout cas les résultats de l'enquête que vous avez présentés. C'est intéressant aussi de regarder le profil des jeunes qui arrivent entre l'enseignement professionnel, donc quand ils rentrent, en tout cas ceux qui sortent du collège, est-ce qu'on va vers une voie professionnelle, une voie technologique ou une voie générale? Parce que c'est pas tout à fait le même public, c'est pas tout à fait les mêmes envies et les mêmes objectifs. En tout cas, il y a 2 mots que vous avez cités, c'est donner du sens. Beaucoup de jeunes, effectivement, ça ressort. C'est-à-dire que des jeunes viennent parce qu'ils cherchent un sens, effectivement, à la formation dans laquelle ils vont aller, notamment quand ils ne sont pas issus du milieu agricole. Donc c'est relativement intéressant, cette recherche de sens.
La viabilité économique, c'est pas forcément la première question. C'est quoi alors ? C'est la proximité avec l'élevage ou la nature ou l'environnement ? La passion en tout cas, la passion qui ressort régulièrement des jeunes, et c'est assez intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez de reconvertis, et là, on est sur un autre public qui vient sur la formation professionnelle continue, où là, effectivement, voilà, il y a un vrai projet, généralement, quand on veut s'installer, avec une vraie préparation, et souvent peut-être plus d'aisance pour certains financière pour s'installer, et des projets qui réussissent avec une vraie motivation, une vraie envie d'y aller. Très bien. Alors, on verra ça tout à l'heure, effectivement, parce qu'on peut vouloir s'installer. Après, c'est pas toujours simple. Le renouvellement des générations, on en parle, on en reparle. Est-ce que ça fait partie de vos missions officieuses, officielles ? Pas du tout. Complètement officielle, puis cette loi d'orientation l'a rappelé, a créé une 6e mission pour l'enseignement agricole qui est à la fois la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations. Et cet objectif de plus 30% de jeunes, en tout cas, qui vont aller vers le salariat ou l'installation, est bien inscrit dans la loi, comme également l'intention derrière d'avoir plus de jeunes qui viennent vers les écoles d'agronomie et également vers les écoles vétérinaires. Une petite question avant de passer la parole, mais quand même, elle est importante. Enfin, quand je regarde les photos que les jeunes envoient sur les réseaux sociaux, on voit plus de filles, il y a plus de mixité ou c'est une impression ? C'est les filles qui postent plus ? Il y a plus de mixité, ça va dépendre encore des filières. Mais si on prend, par exemple, un BTS qui s'appelait anciennement production animale, qui est devenu métier de l'élevage, eh bien, on va trouver, quand on fait la rentrée, plus de filles que de garçons. Et donc elles sont de plus en plus présentes. Et un des objectifs également de cette loi, c'est aussi la féminisation des métiers. Alors, il y a beaucoup de pas qui ont été franchis aujourd'hui, mais l'établissement que je dirige, alors dans sa mixité effectivement avec deux ministères de tutelle, il y a plus de filles que de garçons. Très bien, merci. Vous voulez bien, merci, passer le micro à Anne-Lise Jacot. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes enseignante-chercheuse, donc je précisais à l'Institut Agro, c'est comme ça qu'on dit, parce que je me fais... vous avez changé. Oui. Avec ma longue carrière, il faut que je m'adapte à chaque fois. À Rennes, voilà. Vous êtes zootechnicienne des systèmes. Et si je peux me permettre de résumer, vos objets de recherche tournent autour des conditions de travail, notamment en élevage, avec leur influence sur les choix stratégiques et sur les choix de pratique également qu'on met en œuvre sur les exploitations. Alors, ce qui nous amène là, c'est une étude que vous avez menée en 2024-2025 auprès de jeunes installés qui sont Bac+5, les fameux dont on parlait. Et vous êtes demandé, mais finalement, comment est-ce qu'ils travaillent ? Est-ce qu'ils travaillent différemment ? Dans quel réseau ils sont intégrés ? On connaît bien le milieu agricole est riche en énormément de réseaux, mais est-ce qu'ils y sont ou dans des réseaux différents ou comment ils les intègrent ? Quelles valeurs ils portent ? Quelles sont leurs motivations, leurs pratiques de travail ? Voilà. Alors, déjà, vous avez mené tout ce travail en équipe. Les exploitations de ces jeunes-là diffèrent des exploitations de ce qu'on a appelé les héritiers ? Alors, différer, je ne sais pas. En fait, on a mené cette enquête-là avec des collègues, avec nos étudiants, parce qu'on est parti du constat qu'une partie de nos étudiants s'installe en fait. D'accord. Et on voulait, par pure curiosité, savoir un peu comment, pourquoi et d'où ils venaient. Et alors de les positionner, je pense qu'ils ne sont pas si différents en fait, si on prend les grands chiffres en termes de SAU ou de choses comme ça. Mais en type de système. En type de système, si là où ils se diffèrent, c'est qu'ils s'installent. En tout cas sur l'échantillon que j'avais, majoritairement sur des systèmes agriculture bio ou certifiés. En fait, d'accord. On avait plus de 80% de notre échantillon qui était vraiment sur des systèmes labellisés, on va dire. Alors on entend dire qu'ils choisissent des formes GAEC ou sociétaires, qu'ils ne veulent pas forcément habiter sur la ferme. C'est vrai ou c'est faux ça ? Alors on a trouvé que, toujours sur un petit échantillon, que grosso modo, ils cherchent vraiment à s'installer en collectif, à 70% à peu près pour qualité de vie, pour la qualité de vie, et qui ne souhaitent pas vivre sur l'exploitation même, et qui recherchent en fait un équilibre vie pro, vie perso différent. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est assumé en fait. Leur motivation, est-ce qu'on retrouve la question du sens, c'est ce que disait un peu Jean-Pierre Jeunet ? Oui. Ouais, complètement. C'est on leur a demandé donc les motivations, et c'était vraiment l'environnement autour qui ressortait vraiment, alors qui pouvait se décliner par le contact avec la nature, le fait de produire sainement avec son environnement, mais c'était vraiment des valeurs et donner du sens. C'était produire de façon avec sens et avec l'environnement. C'était quelque chose qui ressortait. Ils font partie des jeunes qui commencent à dire nous, on ne veut pas passer notre vie derrière un ordinateur.
Un peu, oui, mais Oui, je pense qu'il y a contact avec le monde du vivant, les contact gens, avec le la vivant, nature ou puis, les animaux. de se frotter aux grands enjeux et de les décliner concrètement sur la production agricole. Je pense D'accord. que c'est quelque chose qui est Ils important. vous ont fait part de difficultés principales quand ils ont été candidats tout marche merveilleusement bien au pays de Non. l'installation? On a essayé de poser des questions sur comment s'installer avec le foncier, enfin l'accès au foncier et autres. Et ce qui ressortait majoritairement, c'était la difficulté à s'organiser au point de vue du travail, la charge mentale que ça représente, des fois trouver les bonnes structures juridiques aussi. Enfin, voilà, donc ça ressortait en plus de l'accès aux finances et puis au foncier, mais c'était vraiment des choses qui ressortaient de façon assez importante. Donc quand même pas mal de difficultés, ou du moins de choses à franchir auxquelles ils s'attendent ou pas forcément. Je veux dire, le foncier, voilà. le capital, on s'y attend. Exactement. La charge mentale ou l'organisation du travail, pas forcément. Oui, voilà. Donc ça, c'était des découvertes aussi. Donc c'est important voilà, pour l'approche. Très bien. Alors vous avez dans votre travail, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même pu les classer en 4 profils. Alors c'est quoi ces profils? Le premier, c'est les utiles. Alors, c'est quoi? les utiles, c'est plutôt, j'ai regardé, c'est produire sainement en fait et être utile à la société, en fait, de rendre un service à travers la production et de façon saine, en fait. Ils produisent quoi, ces gens-là? Et plutôt en circuit court ou avec transformation à la ferme, excusez-moi. Et c'est plutôt des gens qui viennent pas du milieu agricole, qui s'installent comme dans ce profil-là qu'on retrouve. Alors il y a ceux qui sont en exploitation familiale. Exactement. Ceux-là ont des parents agriculteurs ou pas forcément? Oui. Donc ils se sont plutôt. Alors ça c'était le deuxième profil. Oui. C'était eux, leur motivation c'était contact avec la nature, mais c'est aussi faire perdurer leur système familial. Et eux s'installaient plutôt dans des filières longues, mais certifiées. On a la notion de patrimoine là, et qui n'est pas juste Exactement. Foncière ou l'exploitation, mais aussi c'est culturel finalement. Exactement. On transmet un métier, des savoir-faire. Alors il y a 2 autres profils. Oui. Donc il y en avait un autre qui était légèrement différent, mais c'était je m'installe quand même en famille, mais vraiment sur le contact avec la nature, avec là plutôt des transformations à la ferme en circuit court. Et là, c'était le contact nature qui était très très important. Je redonne du sens. Et ces profils-là, souvent, avaient fait un métier, pas dans le conseil d'agriculture, enfin agricole, mais plutôt sur des associations en milieu très urbain et revenaient sur la ferme. C'est ces gens-là qui vont chercher de l'information aussi dans des associations ou des structures qu'on n'a pas l'habitude de... Qu'on n'a pas l'habitude, qui existent en fait. Alors, mais qui sont moins connus ou moins interpellés? Qui sont complémentaires en fait des grandes structures normales comme les chambres et autres. Elles sont plutôt ils vont chercher les deux types en fait. Alors il y a ceux qu'on peut résumer par le mot entreprendre, même s'ils entreprennent tous, mais ils mettent quoi derrière ce mot entreprendre? Entreprendre, c'est les valeurs là, c'est être son propre patron, c'est j'investis, je suis très technique. Donc on retrouvait plutôt des profils un peu monogastriques. Et dans cela, mais pas que, il y avait aussi des petits ruminants. Et les valeurs, c'est vraiment, je mets beaucoup de technicité et de challenge intellectuel en fait dans mon métier. En fait. On n'a pas parlé rémunération, mais c'est des gens qui déchantent ou qui satisfont de ce qu'ils ont? Alors, je pense qu'il faut déconnecter entre... on leur a demandé un peu les classes en SMIC de ce qu'ils gagnaient et la satisfaction, parce qu'en fonction des profils, on n'a pas les mêmes satisfactions pour un même niveau de revenu. Et effectivement, par exemple, le profil entrepreneuriat, ils étaient plutôt à 2 à 3 SMIC, mais ils ne se satisfaisaient globalement pas de ça. Et on attendait plus au regard de l'investissement qu'ils avaient qui était engagé. Alors que des profils proches de la nature et autres, avec un SMIC, ils se déclaraient en étant satisfaits. Donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des objectifs différents sur la rémunération qu'on se donne et si on l'a atteint ou pas, en fonction des capitaux engagés. Vous allez reconduire l'étude, je pense? Oui, alors là, avec une stagiaire qui est partie, je ne sais pas si c'est dans la salle, mais on a refait cette étude-là pour essayer d'élargir notre échantillon à plusieurs profils, vraiment tous les Bac plus 5 et pas que sur notre base de données d'anciens élèves. Et d'ailleurs, je suis à la recherche de voies de diffusion de cette étude pour mieux connaître ces profils-là.
Voilà, donc à bon entendeur. Exactement. Merci. Si vous voulez bien passer le micro à Tanguy Martin. Donc bonjour et merci. Voilà, vous êtes bonjour. porte-parole nationale de Terre de Liens. Alors je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien, mais peut-être pas tout le monde. Donc, alors je vais résumer de façon très très rapide. Vous allez nous expliquer ça en détail, mais vous accompagnez des projets à l'installation, plutôt en agroécologie, pour des gens qui ne sont pas forcément issus, qui n'ont pas de capitaux, pas d'accès ou très peu d'accès au foncier, et vous les aidez sur ces aspects-là. Et le travail que vous menez concerne aussi une participation. Il y a une participation citoyenne qui est à la base de l'accompagnement que vous menez. Alors le foncier, on le sait, vous l'avez presque tous dit, c'est un des nerfs de la guerre. Donc Terre de Liens se propose d'être en appui pour la recherche de foncier ou du portage. Alors vous avez une plateforme d'offres qui s'appelle Objectif Terre, c'est ça. Voilà, vous avez une foncière aussi, Terre de Liens. Bref, vous aidez des gens qui voudraient s'installer, qui n'ont pas de capitaux, pas de foncier. Comment ça se passe ? Alors, c'est difficile de résumer tout ça comme ça, mais sur cette question de l'installation, effectivement, on disait accompagnement. Enfin, aide, moi je ne sais jamais trop ce que c'est aider les gens, je pense que les gens accompagnement. s'aident beaucoup eux-mêmes, mais entre autres de nos activités sur l'idée de préserver le foncier, on va accompagner des porteurs de projets qui nous sollicitent, qui ont généralement des projets en agroécologie et notamment en agriculture biologique, et ils viennent nous voir, et la première chose c'est d'essayer de défricher un petit peu qu'est-ce que c'est que cette question du foncier agricole, comment on accède aux terres. Il y a à la fois beaucoup d'acteurs, beaucoup de droits à mobiliser, et puis des capitaux, et donc la première chose c'est quelque chose de l'ordre de la formation-action, sur comprendre où on met les pieds, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, quels acteurs on peut mobiliser sur ces questions-là. Alors moi j'ai envie de vous le dire, il y a pourtant déjà beaucoup de structures qui existent depuis longtemps, donc qu'est-ce que vous apportez en plus ou différemment ? Parce que vous me dites des fois, on a des candidats qui arrivent quasi désespérés pour s'installer. Alors ils ont déjà essayé ou ils ne savent pas par quel bout prendre cette question de l'installation parce qu'ils ne connaissent pas du tout le milieu agricole ? On peut revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas insérés dans les milieux territoriaux, dans les milieux professionnels et qui donc n'ont pas forcément un certain nombre de réflexes, un certain nombre de connaissances, qui même des fois peuvent avoir du mal à accéder ou à communiquer avec les services d'installation des chambres d'agriculture sur certains sujets, ou qui par réticences idéologiques et pas forcément les plus intelligentes ne veulent pas aller à la chambre d'agriculture. Moi, je passe beaucoup de temps à renvoyer des gens vers la chambre d'agriculture sur ces sujets-là. Vous n'êtes pas assis à côté de Loïc Ging, mais vous connaissez bien Terre de Liens et les chambres d'agriculture. Ah oui. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a des gens qui... Et donc il y a la question de la spécialisation de cette question foncière, puisqu'on a vu aussi, ça a été dit dans les deux premières présentations, c'est un des freins, c'est pas le seul, mais c'est un des freins majeurs, et avec la concentration du foncier, avec tout un tas de phénomènes de verrouillage aussi du foncier agricole, c'est compliqué. Et donc ça va de gens qui sont très peu préparés, très peu connaisseurs, et donc il va falloir former, amener, et quitte à leur dire mais en fait vous inquiétez pas de chercher du foncier, allez vous former aux questions agricoles et puis allez faire un BPREA heureux, et après on verra, à des gens qui sont déjà un peu plus formés, un peu plus prêts, mais qui ont besoin à la fois de réassurance, d'aller voir des cédants, mais d'avoir des gens qui les aident à communiquer avec ces cédants et à apporter des garanties, puisque quand on transmet, je suis désolé, je fais une toute petite digression, mais en fait, on dit souvent, oui, les cédants, ils préfèrent donner à leurs voisins qu'aux jeunes. En fait, le voisin, ils le connaissent depuis 30 ans, ils ont été à l'école ensemble, ils savent comment ils bossent. Et donc, nous, un des travaux de Terre de Liens, mais de certaines structures partenaires aussi, c'est de revenir en disant, en fait, vous pouvez aller avec ce jeune, et on va vous apporter les garanties qu'en fait, il tient le coup. Vous jouez un rôle de facilitateur. Tout à fait. C'est ça, par rapport aux cédants, pour les intégrer dans les réseaux. Je reviens, j'insiste sur cette question du foncier. Elle est difficile quand on n'a pas les capitaux, pas les parents, pas les frères et sœurs aussi, qui acceptent souvent, pas de faire de cadeaux, mais de pas surcoter non plus. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est-à-dire que l'agriculteur qui vient s'installer, il ne va pas acheter les terres. Ça appartient à la foncière Terre de Liens, c'est ça ? Alors, qui se passe au moment de l'installation ? Nous, on accueille au niveau national 1500 porteurs de projets par an. Sur ces 1500 porteurs de projets, ils ne vont pas tous s'installer déjà, et ceux qui s'installent ne vont pas tous s'installer sur des fermes qui ont été achetées par la foncière Terre de Liens. Donc c'est ce pourquoi on est connu, on fait du portage foncier de long terme, mais c'est loin d'être notre seul champ d'activité. Si je reviens là-dessus, cette foncière, donc c'est une société dans laquelle des citoyens, des citoyennes peuvent investir de l'argent, et avec ce capital
réunis. C'est de l'épargne solidaire puisqu'il n'y a pas de rémunération de l'action, c'est un placement à 0%. Et cet argent va servir à acheter des terres et des fermes qui vont être louées à des agriculteurs qui s'engagent dans une certification biologique et dans des pratiques agroécologiques, notamment le maintien d'infrastructures agro-environnementales. Et donc c'est un moyen de s'installer pour des gens qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie d'être propriétaires, mais qui sont garantis par le statut du fermage. On a la chance d'avoir un statut de la location agricole qui est très protecteur du locataire et qui donc vont avoir à se dégager, non pas de l'emprunt bancaire, tout le monde emprunte en s'installant quasiment, mais à avoir moins emprunté ou à juste pouvoir s'installer et pouvoir déclencher l'emprunt, parce que s'ils avaient dû acheter tout le capital foncier, eh bien la banque n'aurait pas prêté. Ouais. Alors avec 1500 et quelques porteurs de projets accueillis, 574 cédants, parce que l'accompagnement se fait aussi, vous le dites, c'est très important avec les cédants. Je précise quand même, mais c'est important aussi, 212 propriétaires privés non agricoles, parce qu'il y a aussi ces gens-là qui peuvent être concernés. Voilà. Vous prétendez pas, évidemment, répondre aux enjeux de l'installation, mais en fait, vous vous positionnez comment? Vous êtes force de proposition à titre, je dirais, entre guillemets, expérimental, pour montrer qu'on peut faire autrement, qu'il y a d'autres voies aussi? Alors, il y a ces deux jambes. C'est qu'à la fois, on apporte des solutions très concrètes sur des projets d'installation. Mais si on regarde 1500 porteurs de projets accueillis, il y a 20 000 personnes qui veulent s'installer par an, donc on est loin d'être les premiers ou les seuls prescripteurs conseillés sur l'installation. Et depuis 2007, si on regarde le portage foncier qu'on fait, je précise, c'est un portage foncier de long terme. C'est pas pour revendre les fermes, c'est pour les transmettre. C'est des terres qui sont achetées pour ne pas être vendues, qui seront transmises par la location de génération en génération. Donc c'est pas un différé de paiement pour étaler les annuités bancaires. Aujourd'hui, donc c'est 175 millions d'euros de capital social, donc ça peut paraître gros. C'est 12 000 hectares, c'est 500 bâtiments techniques, c'est 130 logements et c'est 850 fermiers et fermières. Donc on a vu les chiffres du renouvellement des générations ou des actifs, les 500 000 visés, 500 000 actifs travailleurs indépendants visés, 850, on va pas faire le renouvellement des générations avec le portage foncier de terre de liens. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de dire, en accompagnant certains profils qui ont peut-être plus de mal à accéder aux informations territoriales professionnelles. Voilà, vous permettez aussi des installations différentes. En leur dégageant d'avoir à investir dans le capital foncier, eh bien, on va pouvoir permettre des installations qui sont peut-être un petit peu différentes et montrer que, en fait, la transition agroécologique, elle est tout à fait possible, mais qu'il faut peut-être envisager un certain nombre de choses différemment, et notamment la propriété. Voilà, donc le renouvellement peut être aussi, merci de passer le micro, peut être aussi source d'évolution. Ah ben il y en a un là-bas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Arnaud Lécuyer, donc vice-président en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire et de l'alimentation. Je précise aussi que vous êtes président de Dinan Agglomération, voilà, et maire de Saint-Potent. Il y a combien d'habitants à Saint-Potent? 850. 49 puisque je suis là, mais 850. 849 aujourd'hui, 850 d'habitude. Alors on sait que la région est très soucieuse de l'agriculture et de l'installation et d'aider les candidats à l'installation. Vous pouvez nous rappeler peut-être les actions, les aides et puis les nouveautés éventuellement qu'il y a eu ou qu'il va y avoir pour appuyer, alors je crois qu'on peut dire les installations, vous ne faites pas de racisme dans les types d'installés que vous aidez ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Aline Rebeu déjà pour son invitation, pour cette table ronde qui correspond effectivement sur le renouvellement des générations, la transmission, l'installation des jeunes. C'est la priorité numéro 1 pour moi en agriculture. C'est celle par qui tout passe. C'est celle par qui on va travailler sur la souveraineté alimentaire. On va travailler aussi sur la préservation de nos paysages, la préservation de notre biodiversité, la lutte aussi contre le changement climatique. Mais pour tout ça, il faut des femmes et des hommes dans nos fermes. Et donc c'est pour ça que la région Bretagne a fait du renouvellement des générations la priorité de son mandat, avec un objectif de 1000 installations aidées à horizon 2028. On n'est pas encore, on y reviendra peut-être. 1000, mais en tout cas, 1000, c'est ça le chiffre? 1000, oui. Alors, c'est un objectif qu'on peut, certains qualifieront de trop ambitieux. Je regarde surtout du côté des départs. Quand on regarde le nombre de départs, 1500, 1700 départs chaque année, on n'est presque pas assez ambitieux. Après, c'est une politique publique qui se construit sur la durée. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, côté région Bretagne, avec 4 axes principaux, et je mets de côté l'enseignement agricole qui est une action à part entière de la région Bretagne, avec une action partagée aussi avec l'État, avec le ministère de l'Agriculture pour ce qui est de l'enseignement agricole. Donc ça, c'est une mission qui est partagée.
Pour le renouvellement des générations, 4 types d'actions avec de l'aide directe, dotation jeunes agriculteurs, que je pense tout jeune qui a souhaité ou qui souhaite s'installer va connaître, va regarder. La région Bretagne a fait une annonce la semaine passée d'une augmentation substantielle de sa dotation jeune agriculteur. Elle est passée de 22 000 euros à 30 000 euros. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, qui donne un bon coup de boost aussi. C'est un signal qui est très positif, même si ça ne fait pas tout. On pourrait regarder les coûts d'installation pour les porteurs de projets, quelle que soit la production, et on voit bien que ce n'est pas l'aide qui fait l'installation, ça permet d'accompagner, et il ne faut surtout pas compter que là-dessus pour construire son projet. Donc une dotation jeune agriculteur, une aide au démarrage. On a mis en place aussi, on est la seule région de France à le faire, un prêt d'honneur Brit agricole, donc c'est le prêt à taux zéro agricole. On connaît tous le prêt à taux zéro lorsqu'on a des projets dans nos logements. On l'a fait, nous, sur le volet agricole, en partenariat avec la Banque publique d'investissement, le réseau Initiative France, mais Bretagne pour le coup, et le réseau bancaire breton. Ça nous permet d'avoir des prêts à taux zéro. Et quand il y a quelques mois ou quelques années, on avait des taux qui étaient relativement élevés, un prêt à taux zéro qui arrive jusque, on va dire, entre 25 et 45 000 euros, c'est considéré comme de l'apport personnel, c'est considéré donc par les banques comme, puisqu'elles sont dans le dispositif, donc comme une sécurité, une garantie. Ça vient être, c'est aujourd'hui un vrai plus, et on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne se seraient pas installés sans ce prêt d'honneur. C'est aujourd'hui 170 porteurs de projets chaque année qui bénéficient de ce prêt d'honneur Brit agricole. On est la seule région de France à l'avoir mis en place. Troisième volet, quand on s'installe, on a besoin souvent d'investir, soit sur du matériel, soit sur des bâtiments, sur des conditions de travail. Là aussi, les aides de la région sur le volet investissement, je pense qu'aujourd'hui 25 à 30% de nos aides aux investissements vont vers les jeunes agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, avec un parcours, un accès facilité, avec une bonification de nos aides. Et donc c'est quelque chose qui permet aussi de structurer dans les premières années de l'installation. Et enfin, le dernier volet, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le volet foncier, avec donc un accompagnement, je le dis, sur Terre de Liens aussi, avec une convention particulière avec Terre de Liens Bretagne, donc une convention annuelle, et des conventions que l'on a menées aussi avec à la fois la Chambre d'agriculture et la SAFER Bretagne pour travailler sur le levier foncier, qui objectivement est sans doute le levier le plus compliqué. Alors Arnaud Lécuyer, on voit bien toutes les aides. Vous êtes connu pour appuyer l'installation, les jeunes. On sait que la transmission, c'est aussi une affaire de cédants. Est-ce que la région peut faire quelque chose au niveau des cédants ? On a travaillé depuis 2021 avec le président de région, Loïc Chenet-Girard. On a travaillé sur le renouvellement des générations dans sa globalité. C'est-à-dire à la fois celles et ceux qui vont s'installer, qui souhaitent s'installer, mais en fait, on le regarde par le travail qui est fait par la Chambre d'agriculture, par les autres structures d'accompagnement, par le monde économique. On voit que l'installation est quelque chose qui est très accompagné, très aidé, très regardé. Et que l'autre versant, qui est celui de la transmission, l'est beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez fait le test, mais vous avez beaucoup de jeunes dans la salle. Quand on est jeune, on parle de son installation. On en parle à ses amis, à ses voisins. On va voir les réseaux bancaires. Je n'ai pas vu grand monde faire la même chose sur la transmission. Crier, j'ai envie de transmettre, je vais transmettre ma ferme. La transmission, c'est quelque chose qui est plus secret, qui est beaucoup plus personnel, parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a aussi un enjeu économique, et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à aller chercher. Et pour autant, aller chercher les futurs transmetteurs, j'aime pas trop parler de cédants, parce que on cède quelque chose, j'ai l'impression qu'on va le donner, qu'on va le brader. Non, on transmet. Voilà. Après, il y a un sujet de valorisation économique, il y a une transaction qui va s'opérer, évidemment, dans des conditions d'ailleurs, avec des formes de transmission de ferme qui peuvent évoluer. Ça peut être du progressif, ça peut être des choses aussi qui se font avec des GAEC, donc sur une durée. Ça peut être, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Et donc, on a travaillé sur un diagnostic sur la transmission, qu'on appelle agri-transmission pour la région Bretagne. Là aussi, je pense qu'on est assez innovant de ce point de vue-là. Et il s'adresse aux plus de 50 ans, les agriculteurs, les agricultrices de plus de 50 ans qui se disent, moi, dans 10 ans, 15 ans, une douzaine d'années, je vais transmettre ma ferme. Et pour que ma ferme, elle soit transmise, il faut qu'elle soit transmissible. Donc, ce diagnostic, il fait un tour de la ferme, avec, bien entendu, les agriculteurs eux-mêmes, avec des structures conseils, et on regarde le sujet du foncier.
qu'un sujet, je l'ai dit, prioritaire, le sujet du foncier. Est-ce que notamment j'ai un foncier regroupé ou éclaté ? Ça permet déjà de mettre les pieds dans le plat. Foncier transmission. regroupé, ferme quand même beaucoup plus transmissif, je pense notamment aux ruminants. Foncier éclaté, beaucoup plus compliqué. Donc, et on sait que le foncier, si on s'y attaque pas de bonne heure, ça met quand même quelques années pour faire de l'échange parcellaire, pour faire de l'acquisition. Ça demande quelques années. Donc, anticipons-le. Un sujet aussi d'investissement. Est-ce que ma ferme, j'ai besoin d'y investir pour transmettre, ou alors est-ce que surtout ne pas investir et laisser mon futur repreneur faire ses choix, ses propres choix techniques, ne pas l'enfermer dans une orientation, dans un choix technique. Le troisième volet aussi qui nous semble intéressant, c'est le social. Mes conditions de travail. On l'a vu dans les présentations qui ont pu avoir lieu. Il y a de plus en plus de salariés. Je crois que demain, il y aura quasiment plus de fermes sans salariés. Il pourrait y avoir des GAEC, mais on aura des salariés. Prochain recensement agricole en 2030, il y aura plus de salariés agricoles que de chefs d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est important de voir. Est-ce que ma ferme, elle est en capacité d'accueillir des salariés dans des conditions de travail, dans une organisation du temps de travail? Ça, c'est important. Et le dernier levier que l'on essaye de voir dans ces diagnostics, c'est le sujet climatique. Est-ce que la ferme que j'ai aujourd'hui, elle est adaptée à un climat qui va faire plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 2,5, 3 degrés, à horizon 2030, 40, 50, voire 2060, parce que celui qui s'installe en 2025, celui ou celle qui s'installe en 2025, c'est pas le climat de 2025 donc qu'il faut regarder, c'est surtout le climat de 2050, 2060. Et donc, quelle est la résilience climatique de ma ferme? On se pose les bonnes questions, on propose des actions. Après, les agriculteurs font ou ne font pas, au moins cette conscience-là, et pour améliorer la transmissibilité de la ferme. Ça a déjà démarré? Ça a démarré depuis le début de l'année. On a quelques centaines déjà de diagnostics réalisés. Après, c'est quelque chose. On est sur la culture du chiffre et du résultat. J'allais dire, on le verra dans quelques années. Non, mais c'est pour ça, ça a démarré. Mais l'important dans ce diagnostic-là, c'est de planter la petite graine de la transmission dans la tête. C'est pas de se réveiller à 60 ans en disant tiens, il fallait que je transmette ma ferme. Vu les durées que l'on met à transmettre. Et vu le nombre de fermes à transmettre, moi je pense que je prends ma commune, j'ai 3 fermes laitières, peu ou prou sur les mêmes tailles d'exploitation, sur le même système, qui vont être à transmettre à 2-3 ans d'intervalle. Pas sûr qu'elles soient toutes reprises dans les mêmes conditions. Donc on travaille à la transmission. Merci, on pourra y revenir. Loïc Guine, président de la Chambre d'agriculture. Quand on a préparé, vous m'avez dit, il y a 2 points. Il y a 2 points importants pour moi. Alors, on évoquera d'autres choses pendant nos échanges, mais les points qui vous sont chers et prioritaires, l'attractivité sur le métier. Alors, l'attractivité, elle est trop faible. Pourtant, les classes sont pleines, donc il y a quand même de l'attractivité. Alors, je vais être très méchante et caricaturale. Est-ce que c'est la faute des agriculteurs qui se plaignent tout le temps, ou c'est toute la chaîne de valeur, de toute façon, qui ne fait pas son travail? Pourquoi cette question vous tient tant à cœur? Pourquoi cette question me tient tant à cœur? Parce que, vu le nombre de départs qui est passé, qui se profile, j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir l'objectif de 1 pour 1, même si je dis régulièrement qu'il y a à peu près 90% des fermes qui sont transmissibles en l'état, donc ça ne fait pas 1 pour 1. Mais malgré tout, il faut avoir un objectif ambitieux pour essayer de s'en approcher. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est plutôt, alors, selon les chiffres, mais on ne va pas se battre à quelques virgules près, mais on est plutôt allé à 1 sur 3, 1 sur 2, mais en production laitière ou en production porcine, on est à moins que ça. On n'est qu'à 40% en production laitière, par exemple. Alors ici, parce que dans le Jura dont je reviens, c'est à 1 pour 1. Oui. Pour le moment, oui. Mais effectivement, alors on pourra revenir pour essayer de déterminer des causes ou trouver des causes. Malgré tout, pour le moment, en Bretagne, on est à peu près à ces chiffres-là. Au point accueil installation que l'on partage avec d'autres structures, en Bretagne, on reçoit à peu près 2000 personnes, alors je le dis comme ça, mais qui ont rêvé, qui ont pensé d'agriculture. Un matin, ils se sont réveillés, ils se sont dit, voilà. Et à la fin, on en installe officiellement 500, mais je dirais entre 5 et 700. Donc ça veut dire qu'entre de 2000, on est passé à 700. Je dis souvent qu'il faudrait qu'on en accueille au moins 4000, 5000 pour arriver à espérer doubler. Donc c'est forcément que c'est un sujet qui interpelle. C'est une question de message. Et en même temps, pour répondre à votre question, vous savez, j'ai répondu il y a quelques années à des journalistes lorsque j'étais président de FDSEA. J'ai dit, vous savez, la difficulté d'un président de FDSEA, c'est d'arriver à défendre son métier
et de dire qu'en même temps, parce que j'ai bien vécu mon métier, enfin j'arrive en fin de carrière, et de dire que c'est un super métier dans lequel on peut gagner sa croûte. Donc c'est cette difficulté-là, c'est comment vous défendez quand même votre métier, parce qu'il y a besoin de le défendre dans une société, face à des pouvoirs publics, et en même temps de se dire que, enfin voilà, alors, parce que moi je peux en parler comme ça, tout le monde ne peut peut-être pas en parler de la même façon, parce que il y a des territoires, c'est plus ou moins facile, il y a des productions, c'est plus ou moins facile, mais globalement en Bretagne, une grande partie d'entre nous pouvons dire que nous avons un beau métier. Donc c'est cette difficulté à l'attractivité. Après, sur les écoles, effectivement, depuis quelques années, je côtoie différents directeurs de lycées et ils me disent tous la même chose. Les effectifs augmentent. J'avais un élu de la Vienne la semaine dernière ou il y a 15 jours, il nous disait la même chose. Vienne ou Haute-Vienne nous disait exactement la même chose. Donc ça veut dire que même dans des zones vues de chez nous qui paraissent très compliquées quand même, ils ont des effectifs dans les lycées agricoles qui augmentent. Sauf qu'à la fin, ou à la sortie, on ne les retrouve pas. Jusque-là, du moins, on ne les retrouvait pas. On avait une grosse perdition. Donc, c'est comment on arrive à les attirer. Et donc, on voit bien que dans tous les métiers, parce qu'il n'y a pas que le nôtre, en fait, et je dirais, entre guillemets, les métiers, c'est peut-être pas la bonne définition, mais dits manuels et intellectuels, on a ces difficultés de recrutement, parce que vous allez dans le bâtiment, c'est la même chose. Les artisanats, dans l'artisanat, enfin, voilà, c'est la même chose. Et j'ai l'impression que dans un certain nombre de métiers où on imagine qu'il y a plus de contraintes qu'ailleurs, on a un peu plus de difficultés à recruter. On voit bien que dans certaines catégories socio-professionnelles, il y a eu des grandes campagnes de communication pour attirer. Et pour préparer la LOA, le ministère nous avait demandé un certain nombre d'idées, mais sur les états généraux de l'installation conduite par le conseil régional juste avant, c'est pareil, on avait émis un certain nombre d'idées et on s'était dit que est-ce que nous serions capables, sans demander tout à l'État, je le précise, sans demander tout à l'État, peut-être qu'un peu l'État, un peu les interprofessions, peut-être les conseils régionaux et les conseils départementaux, d'avoir aussi des campagnes de communication dans notre région. Mais peut-être qu'au milieu de Paris, il faudrait avoir ces communications-là pour attirer vers l'agriculture. Alors, pas forcément dans un premier temps pour être chef d'exploitation ou chef d'entreprise, mais ça peut démarrer par le salariat. Mais qu'est-ce qu'il y aurait que dans la communication ? On peut gagner sa vie, on peut être proche du monde du vivant, parce que ça devient quand même quelque chose de rare dans notre société. On peut ne pas être surchargé de travail. C'est tout ça qu'il faudrait mettre ? En ce qui me concerne, oui, c'est des slogans qui me vont bien. Alors, il n'y a plus qu'à les afficher. Alors, j'ai été surchargé de travail, mais j'ai été surchargé de travail, mais je me suis adapté. Je pense qu'aujourd'hui, on le vit plus que bien. Et surtout, un métier dans lequel vous déciderez ce que vous aurez envie de faire. Et je le dis, s'il y a des structures économiques ici, je leur envoie ce message. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Chambre d'agriculture, mais d'autres structures ont reçu un courrier d'entités économiques. C'est pour ça que je vous parlais de la filière. Ils ont un rôle à jouer aussi. Oui, ils ont un rôle à jouer, mais lequel ? Aujourd'hui, pour un certain nombre, ce qui les intéresse surtout, c'est le volume. Et donc, certains arrivent à produire du volume tout en étant bien, mais on n'est pas tous faits bien dans leur tête, bien dans leur botte, mais on n'est pas tous faits pareil. Et on n'est pas tous faits pour ça. Très bien. Un autre petit point, alors on va aller très très vite avant que je vous repose des questions, parce que vous avez abordé plein de points, j'aimerais bien qu'on en rediscute. Un travail auprès des cédants aussi. La Chambre d'agriculture, les chambres, la Chambre de Bretagne est sensible au fait aussi, comme vous l'aviez dit, à sensibiliser les cédants pour favoriser l'installation plutôt que l'agrandissement. C'est possible, c'est facile, c'est faisable ? C'est possible et c'est faisable, mais il faut y mettre des conditions. Et je pense qu'il y a une sensibilisation de fond à faire auprès de nous tous, nous les agriculteurs, mais dans tous les métiers c'est un peu la même chose, pour dire que quand on transmet une entreprise, on ne transmet pas qu'une entreprise, on ne transmet pas que des capitaux, on transmet aussi un savoir-faire, on transmet aussi un équilibre du territoire, on transmet une vie dans le territoire, mais ça, comment vous le rémunérez, comment vous le renvoyez vers celui ou celle qui veut transmettre. Et je pense que très honnêtement, ça fait un moment qu'on le chante et qu'on le pousse,
Comment est-ce qu'on arrive à envoyer un message factuel au cédant pour lui dire ne réponds pas automatiquement à la sirène du voisin ou du voisin plus éloigné qui est bien assis puis qui en gros est capable de mettre 100 000 balles de plus sur la table à travers de la fiscalité par exemple, très clairement, à travers ce que Terre de Liens est là pour parler du foncier, mais enfin il y a une loi Samba tous qui n'est pas allée au bout du truc, mais il faut être clair, hein, on a un certain nombre de professionnels agricoles qui n'avaient pas envie, mais sur le transfert des parts sociales, sur le foncier, est-ce qu'on travaille davantage sur le portage des capitaux avec le bail cessible, par exemple? C'est un sujet que moi j'avais mis au débat il y a quelques années, mais j'avais des propriétaires qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils estimaient qu'ils perdaient la liberté de louer la terre à qui ils voulaient. Et j'avais des jeunes qui disaient non, mais attends Loïc, t'es gentil, mais on va augmenter le fermage de 150 €. Et comment on le paye, ça? Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai parce que la conjoncture, au moins aujourd'hui, a bougé et c'est plutôt amélioré, même si tout n'est pas parfait. Mais voilà, enfin, on a quelques outils qu'il faut qu'on active, mais il faut qu'on ait la volonté de l'activer. Et je regarde un politique à côté de moi, un élu, disons, pour être poli. Non, mais politique, parce c'est pas un gros mot, oui, même mais aujourd'hui. politique, on peut y mettre plein de choses derrière. Donc, un Voilà. élu, je pense que bon, il est à la région, il n'est pas au national, mais il faut qu'ensemble on s'entraide à pousser ces sujets-là. Alors justement, je vais vous reposer, merci, la question à tous. Une reprise, on dit que c'est un coût élevé, voilà, il y a un plafond de verre, c'est terrible. Si j'ai pas 600 000 à 1 million dans la poche, je vais pas y arriver. Donc là, c'est sûr que le plafond de verre, il est terrible. Est-ce qu'on arriverait à sortir de cette espèce d'agriculture, je veux dire, sacrificielle pour certains, hein, qui s'endettent. Enfin, moi, j'entendais des gens, là, j'étais 3 jours au SPAS, bon, je l'entends aussi ailleurs, des jeunes là qui disaient cette pression financière qui m'empêche de dormir. Faut quand même, enfin, il y a pas beaucoup de secteurs où on engage autant de capitaux pour pas en gagner des montagnes non plus. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ça? Parce que vous avez tous évoqué quand même, alors Terre de Liens, du portage. Je crois qu'il y a des nouvelles formes peut-être qui sont envisagées avec les banques, des formes de, je ne sais pas si c'est des formes de leasing ou de portage avec la SAFER, la Chambre, la région. Est-ce qu'il y a des choses qui s'envisagent? Je pense qu'il faut dissocier deux choses, le capital d'exploitation et le foncier, oui, et l'habitat. Je pense que je pourrais mettre une différence entre les deux. Je dirais que, alors, j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas faits tous pareils. Je suis producteur de lait. Quand j'ai été jeune, j'ai toujours imaginé que j'aurais pu être producteur de porc. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais peut-être pas été un bon producteur de porc parce qu'il faut être capable de dormir dans toutes les situations, y compris les mauvaises, quand les ouvertures de crédit sont ouvertes au maximum. Non, mais ça c'est important. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on réfléchisse son projet. Alors, quand on a 20 ou 25 ans, ça, on n'a peut-être pas la connaissance de nos capacités. Hein. Quand vous avez roulé votre bosse un peu ailleurs, que vous avez déjà investi dans une maison, et que vous avez une vie de famille, vous êtes déjà testé un petit peu. Donc ça change un peu la donne. Maintenant, tout ça, c'est investir 600 000 € ou 1 million d'euros. À la limite, c'est une question de rentabilité. Parce que si... non, mais enfin, il faut se le dire quand même. Aujourd'hui, investir 600 000 €, brut comme ça, c'est un peu moins difficile qu'il y a 4 ans en production laitière. Hein. Ah ouais, mais ça a son importance. Pourquoi des méthaniseurs vous disent aujourd'hui, enfin même hier, vendre un méthaniseur, c'est pas un problème, parce que de toute façon, on a un contrat de 15 ans, et on sait le prix de rachat, donc de toute façon, le business plan, il est fait. Il est fait, il est connu. Je dégrossis, mais c'est quand les grandes lignes, c'est ça quand même. Donc, la rentabilité, c'est un sujet, et après... On change de génération quand même. Dans toutes les entreprises, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de salariés qui vous disent au bout de 5 ans, écoute, t'es bien gentil, ton entreprise, elle est sympa, mais j'en ai fait le tour, je vais voir ailleurs. Donc, nous, il faut qu'on imagine en agriculture se dire, bon, pas 5 ans, mais est-ce qu'on est fichu capable d'avoir une rentabilité et être capable de payer un outil sur 10 ans? Anne-Lise, vous vouliez... Oui, moi, ça m'évoque quand même pas mal de choses que j'ai rencontrées avec certains
Approchez bien le micro. Certains des enquêtés qui ont un bac +1, c'est je m'installe quand et beaucoup ont travaillé en moyenne 5 ans avant, ont roulé leur boss et on leur a aussi posé la question de combien de fermes ils ont visité avant de s'installer. Et il y en a qui sont issus du milieu agricole mais qui ont choisi de ne pas s'installer sur la ferme des parents. Et ils ont été ailleurs parce que le système, il était plus approprié et il y avait moins d'engagement affectif aussi et il y avait tout un tas de... Et puis aussi, il y en a clairement qui m'ont dit je me donne 5 ans ou 6 ans pour que ça marche et puis je revendrai si ça va et je ferai autre chose. Et c'est aussi un petit changement, je trouve, qui est un peu intéressant et qui peut apporter aussi de la souplesse et d'une rationalisation aussi de l'outil qu'on veut, du système qu'on veut monter et comment on veut s'installer. Je vais vous passer la parole et puis après on passera à une autre question parce que je vous entends aussi, tout est lié, bien sûr. Est-ce que renouveler à 1 pour 1, c'est une idée dépassée ? Oui. Non. Même 2 pour 1, 3 pour 1. Mais on y reviendra après. Ouais, quelque chose quand même sur cette question de l'endettement. Alors, oui, excusez-moi, je vais vous demander à tous des réponses concises. J'aimerais bien, on a démarré un peu en retard, mais laissez un petit peu de temps pour la salle. Merci à tous. En fait, oui, on peut peut-être emprunter pour avoir des outils à 600 000, 1 million, 1,2 million et avoir une rentabilité derrière. Mais par contre, la normalisation du métier qui dit que peut-être dans 15 ans, j'ai envie de faire autre chose, qu'il y a d'autres trajectoires de vie, que j'ai envie d'habiter ailleurs, ça ne va pas être possible. Et donc il y a aussi, je pense que c'est pas juste une question de rentabilité. Évidemment, il faut gagner sa croûte, mais c'est pas qu'une question de rentabilité et que d'avoir des outils qui sont pas si gros, pas si chers, pas si spécialisés, pas si capitalisés, c'est vraiment important parce que en fait, la marge ne dépend pas forcément du volume. On est d'accord. On ne sera pas d'accord sur tout, mais là-dessus on sera d'accord. La marge ne dépend pas du volume et donc en fait, on peut avoir des outils rentables beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, dans lesquels on peut rentrer. Et moi, alors, je ne dis pas que c'est des modèles qui sont reproductibles partout, mais des modèles de GAEC, on peut rentrer à 15 000, à 30 000 euros, se tirer 1 500, 2 000 euros par mois, et qu'on peut revendre facilement. On peut rentrer et revendre. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'installer pour des raisons économiques, pour des raisons d'accès au foncier, pas que économiques, puisqu'on a 20 000 personnes qui veulent s'installer, il y en a 12 000 qui s'installent par an. Et il y a peut-être, si on arrive à faciliter ces entrées-sorties, si on arrive à dimensionner un peu différemment les projets d'installation. L'entrée, mais permettre aussi la sortie au bout de 10, 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a que les moines soldats qui s'installent. En fait, il y a les héritiers parce qu'ils ont certaines facilités. Il y a des gens. On ferait en agriculture ce qu'on fait dans une start-up ou une industrie, en fait. C'est ça que vous proposez. Mais il faut des structures adaptées qui permettent de laisser le capital pour que l'outil ne se casse pas la figure. Vraiment, le modèle start-up n'a rien à voir parce qu'on est sur des gens qui surcapitalisent à perte. Et puis, il y en a quelques jeunes pousses qui vont vivre. Alors que les fermes, en fait, on ne peut pas se permettre qu'il y en ait une sur 10 ou une sur 100 qui survivent. Il faut que 90%, 95% de Mais dans l'entreprise, on peut avoir l'habitude, effectivement, de monter une entreprise. Puis au bout, alors l'agriculture, c'est quand même lourd, mais de 10-15 ans, c'est ça que vous proposez. Pouvoir laisser l'outil. Arnaud Lécuyer, vous vouliez rebondir ? Oui, je pense que le modèle, on l'a vu, on n'est plus installé en individuel, on est quasiment maintenant quasi essentiellement sur des formes sociétaires. Le sujet de la transmission, quand on va transmettre, ça fait beaucoup d'un coup. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur des modèles. C'est fort possible, où il faut que le capital reste vraiment dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se rémunère non plus sur la vente au bout du bout. C'est-à-dire, c'est pas le capital qu'on va transmettre qui va faire la fin de carrière, qui va faire la retraite. C'est le travail que l'on aura donné tout au long de sa carrière, sur lequel on va pouvoir se rémunérer et bien se rémunérer, et en tout cas se rémunérer du mieux possible, et ensuite pouvoir transmettre, parce que ça doit être, le concevoir en fait comme une entreprise, je vais dire, relativement classique. On a des entreprises, il faut le dire, des fermes qui sont de moins en moins familiales, ça a été dit, au sens de l'affiliation. Je ne parle pas des tailles d'exploitation. Quand on parle souvent d'entreprise familiale, on parle de taille. Non, là, c'est vraiment l'affiliation. Et je pense que ce modèle-là, il doit s'ouvrir. Il doit complètement, il doit changer pour permettre aux jeunes de pouvoir rentrer, de pouvoir en sortir
Et je pense que si l'entrée est facile, la sortie est facilitée, après on est sujet de comptes courants qui peuvent venir perturber si c'est pas vraiment anticipé. Mais je pense que ce modèle juste de la forme juridique de l'entreprise, elle doit être à mon sens revue. Travailler aussi, Loïc l'a dit, c'est travailler aussi sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a plus d'intérêt à transmettre qu'à aller à l'agrandissement. Donc il y a du sujet du foncier, ça a été évoqué, loi 100/12, qui va pas assez loin, qui est contourné. Ça, je pense qu'on doit avoir sans doute des expérimentations, parce que si on demande à l'ensemble de la France, il y en a qui sont contre. Nous, en Bretagne, on sait que le foncier, quand on a de l'élevage, il est particulièrement important. Donc, on est prêt, nous, à expérimenter en Bretagne sur ce sujet-là, en tout cas du foncier, et essayer, en tout cas, de travailler à ce que on puisse avoir le plus de fermes transmises et transmissibles. Ça, c'est vraiment notre objectif. Merci. Alors, je vais vous passer la parole à la salle. Donc, sur toutes ces questions, facilité à entrer, mais facilité aussi à sortir quand on veut, tout en transmettant un outil, même si on a 40 ou 45 ans. Est-ce qu'il faut installer une personne pour une personne ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu ? Alors, merci de vous présenter. Donc, Hugo Eouzan, je travaille chez Innoval, une coopérative qui propose tout un tas de services en amont de l'élevage. J'avais juste une question par rapport au rôle que vous portez vis-à-vis des équilibres filières. On voit un taux de remplacement à 110% en caprin, un taux de remplacement en bovin à 45% si on est gentil. Comment est-ce qu'on peut agir justement pour rétablir cet équilibre-là ? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut mettre en place ? Parce qu'on voit quand même des filières qu'on a peut-être à certains moments bien remplies et là où on observe par exemple des déconversions ou autres. Donc on voit qu'il y a quand même un déséquilibre à certains moments en tout cas d'installation. Déséquilibre ou nouvelles formes d'élevage, d'agriculture et de filières qui vont être chamboulées, c'est sûr. Qui veut répondre ? Voilà. Je pense qu'entre les filières caprines et puis les filières... on met souvent les caprins au vin en même temps, mais en fait, ils n'ont rien à voir. Les filières bovines, je pense que c'est l'accès, en fait, justement, à l'outil de production. En caprin, c'est beaucoup... Les porteurs de projets, massivement, ils veulent des petits troupeaux de 60, 80 chèvres. Ça coûte moins cher, on mécanise moins, l'animal est moins gros, ça plaît plus. Enfin, voilà. Et du coup... En creux, c'est comment travailler sur le bovin lait à tirer. En fait, c'est comment réfléchir, comment donner de la place peut-être au salariat, parce que je pense que le salariat est aussi une voie très intéressante d'intégrer le monde, le réseau, et comment on le rationalise mieux, comment on gère ses salariés, l'organisation du travail, les compétences, et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau des chambres, il y a de la prospective là-dessus, parce qu'on risque d'avoir une Bretagne avec plus de culture, moins d'élevage ? Vous êtes prêts, vous étudiez ça ? C'est grave, c'est pas grave ? Plus de culture, moins d'élevage, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, on manque de plateformes pour recevoir des céréales au moment des récoltes. On manque de silos de stockage, donc ça montre bien que les surfaces de culture augmentent. Cependant, il faut quand même qu'on réfléchisse. Je vais essayer de répondre, mais cependant, il faut qu'on réfléchisse dès à présent à garder le maximum d'élevage, qu'on mette tout en œuvre pour garder le maximum d'élevage, et je dirais notamment des élevages ruminants. Je n'exclus pas les autres, mais notamment des élevages ruminants qui, en plus de produire, préserveront l'élevage. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à la fête des JA, au moins au service de l'État, anticipons les choses pour que dans 20 ans peut-être, mais peut-être avant, mais voilà, il ne nous arrive pas ce qui est arrivé dans l'Aude. Parce que le réchauffement climatique et les climatologues nous le disent régulièrement, et quand ils vous montrent des cartes, ça fait même peur. C'est que la carte de Bretagne et d'une grande partie de la Bretagne devient de plus en plus rouge. Donc ça veut dire que ça va quand même être un peu aride et que les risques d'incendie vont s'aggraver quand même terriblement. Donc qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ces paysages-là ne soient pas la proie du feu, une simple étincelle? Je pense que l'élevage bovin, ruminant, mais les ruminants chez les chèvres et les moutons, c'est
un peu compliqué. C'est peut-être un peu plus compliqué. Malgré tout, dans certaines régions, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à entretenir les paysages. Ça veut dire que derrière ça, il faut que, à travers la PAC, à travers les soutiens publics, il y ait des vrais affichages, des vraies ambitions. Aujourd'hui, jusqu'il y a quelques années, ces productions-là, c'était les parents pauvres, et encore en vache allaitante aujourd'hui, en termes de revenus. Il y avait moyen de gagner sa vie, mais pas en écoutant, je vais le dire comme ça, une certaine partie de l'économie qui nous poussait à faire du volume. Il fallait réfléchir son sujet. Enfin voilà, j'ai pas la réponse à ça complète, mais aujourd'hui on nous parle robotisation et puis il suffit de regarder là, de sortir là, vous avez 1, 2, 3, peut-être bien 4 entreprises là avec des robots sur la traite. Ce n'est pas que cette solution-là. Aujourd'hui vous avez des jeunes et peut-être plus ceux qui viennent d'ailleurs ou qui ont roulé leur bosse avant. Certains se disent bon, moi je vais traire les vaches qu'une fois par jour, je vais tarir mes vaches 2 mois de l'année. Alors, ça change la donne pour l'industrie. Oui, et l'industrie, les industries, oui, mais ça change la donne pour l'industrie, mais il y a un moment, il va falloir qu'ils prennent ça aussi en compte. Alors peut-être que le consommateur, il devra avoir moins d'exigences, il ne voudra pas avoir 15 sortes de yaourt, 15 sortes de lait, 15 sortes de beurre et 15 sortes de fromage. Parce qu'en Irlande, ils le font. Ils le font, arrêter de traire les vaches pendant une période. Il y a plusieurs pays qui le font. Mais je ne veux pas faire une fixette sur le sujet, mais malgré tout, il se trouve que chez moi, depuis quelques années, on finit par traire les vaches qu'une fois par jour au mois de décembre, et puis depuis quelques années, on arrête de traire les vaches presque un mois et demi de l'année. Ben, ça vous change la vie, hein. Ça vous change la vie, et on a séquencé le travail. On a une période de vélage, alors peut-être que demain on en aura 2, mais on n'a qu'une période pour élever nos genisses de renouvellement, sous des vaches nourrices. Alors, tout ce qu'il y a dans les stands là pour élever vos veaux avec des seaux, des suces, des distributeurs de lait. Enfin, moi, il y a des aides de la MSA pour acheter un taxi-lait. J'ai dit un jour, est-ce qu'il n'y aurait pas des aides pour un taxi-lait à 4 pattes, c'est-à-dire une vache sur laquelle on met 3 veaux? Non, mais enfin, je le dis pour la blague, mais enfin, non, mais c'est des sujets comme ça, parce qu'il y a toute une génération, vous les emmènerez pas vers ce qu'on voit là. Et si on veut encore produire du lait, il va falloir réfléchir autrement. Pourquoi le CNIEL, il y a 2 ans, 3 ans, a sorti une petite étude qu'il a envoyée au ministère en disant soutenez l'agriculture biologique, parce que je pense qu'à un moment, on manquera de lait, et l'agriculture biologique, la production de laitière en biologique va nous aider à garder des volumes. Et cette agriculture biologique-là a amené d'autres façons de penser et d'autres façons de travailler. Merci. Alors, juste pour compléter, oui. Tout à fait raison, sur l'ensemble des sujets. Et un point important, cette loi d'orientation, c'est à la fois le renouvellement des générations, mais c'est également la souveraineté alimentaire. Et les choix de production qui vont être faits, les choix des jeunes, vont nous engager tous sur la question, effectivement, à un moment, où est-ce qu'on s'alimente. C'est un point important. Donc les choix des productions, les évolutions des productions, elles auront un impact pour chacune et chacun d'entre nous dans ce qu'on trouvera dans l'assiette, la qualité des produits qu'on trouvera dans l'assiette. Et cette souveraineté alimentaire, elle est essentielle également. Ça veut dire qu'il y a les envies, les enjeux de chacun, mais il y a également à un moment une question fondamentale de souveraineté, alors française et européenne, puisque c'est effectivement le champ d'action de l'État, mais c'est un point extrêmement important qu'il ne faut pas oublier également dans les choix, et vous l'avez parfaitement dit, également écologiques, dans ce qu'on met en place d'un point de vue agro-environnemental. Je ne voudrais pas qu'on continue trop sur la souveraineté. Évidemment, c'est un enjeu. On est vraiment sur l'installation et les cédants. Si c'est là-dessus, et après je repasse une dernière question peut-être à la salle, une ou deux. Je suis désolé, c'est sur la souveraineté alimentaire, mais tout ça est extrêmement lié en fait. C'est lié, bien sûr. Parce qu'en fait, la loi, elle n'a pas choisi. Elle a dit la souveraineté alimentaire, c'est la balance exportatrice, l'alimentation locale et nourrir les pays du Sud. Et en fait, on ne peut pas faire tout ça à la fois. Et donc il y a une question de savoir qu'est-ce qu'on va faire si l'idée c'est de reconnecter la demande alimentaire. J'arrive à l'installation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on veut répondre à la demande alimentaire des Français et de reconnecter, de se dire finalement les Français ils ont peut-être un certain pouvoir d'achat qui est peut-être meilleur que celui du Brésil, et donc on va peut-être vendre nos produits en France avant de les vendre au Brésil, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça veut dire qu'il faut planifier aussi les besoins des filières en local. Ça veut dire qu'il faut déspécialiser les territoires, sans faire injure, je suis pas breton, mais ça veut dire que comment
comment on amène l'idée que on va peut-être avoir des outils plus petits de transformation parce qu'on va mettre moins de volume dedans pour pouvoir déspécialiser le territoire. Et comment on va favoriser les installations. Et c'est là où on arrive aux politiques d'installation, c'est comment dans un schéma directeur régional des exploitations agricoles, on fait de la planification pour faire en sorte que des gens s'installent sur les besoins du territoire. Et ça, aujourd'hui, la loi n'a rien dit là-dessus et le législateur est complètement sec et on dit « Ah, c'est les projets alimentaires territoriaux qui vont faire ça ». Et je suis désolé, mais les collectivités territoriales n'ont pas les moyens, avec l'équipement qu'on leur donne dans les projets alimentaires territoriaux, de faire ça. J'arrête. On vous a entendu. Merci beaucoup. Une question, c'est parce que je souhaiterais qu'on aborde toutes les questions. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Yann Morel. Je suis en BPREA Heureux. J'ai un projet d'installation sur l'année suivante, 2026-2027. Moi, c'est un projet que j'ai construit justement en ayant un parcours pas dans l'agricole. Je suis Nima, mais comme beaucoup, je pense, de la région, avec des grands-parents qui étaient agriculteurs. Et du coup, c'est pareil. Moi, je vois pas de campagne publicitaire, où je vois pas de valorisation de l'agriculture ou de l'installation sur une exploitation agricole au niveau local et au niveau national. C'est un projet, moi, qui m'est venu en ayant plein de freins sur tout ce qu'on peut entendre justement sur les contraintes, même par des stages que j'ai effectués ou des expériences professionnelles dans l'agricole. Et du coup, je voulais soulever la question que ce serait peut-être nécessaire aussi justement de faire peut-être plus. Il y a des campagnes qui sont faites pour l'armée ou pour d'autres choses. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on n'en voit pas pour l'affichage. Alors, il y a l'armée, mais il y a aussi... Alors, les gens qui ont des problèmes, l'industrie a quasiment les mêmes problèmes avec l'agriculture. C'est des métiers qui ont énormément changé. L'industrie, les parents, avant même les enfants, se disent, ou les jeunes qui veulent s'installer, c'est sombre, c'est sale, c'est dangereux, ça ne rapporte pas, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de technologie, ce n'est pas innovant. Bon, voilà, il y a les mêmes clichés que sur l'agriculture. Donc, est-ce qu'il faut faire davantage de publicité ? Est-ce que ça passe par de l'affichage ? Est-ce que ça passe parce que ça passe par les réseaux sociaux, mais ça reste peut-être un peu dans le grand écosystème agricole, parce qu'il y a quand même des jeunes, on voit des jeunes femmes et des jeunes hommes qui parlent de leur métier. Alors, ils sont sur Facebook, donc c'est pas le réseau social le plus. Il faut peut-être qu'ils aillent sur Instagram, je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'attractivité, pour parler du métier ? Vous en parlez, vous ? Alors, nous, on en parle effectivement. Enfin, on est Où ? Alors, notre champ d'action, notre champ d'entrée, c'est forcément l'éducation nationale. Ça veut dire à un moment, comment aller chercher les jeunes, et de toute façon, tous les jeunes sont passés par l'éducation nationale. Donc il y a cette loi d'orientation également, elle permet de renforcer le lien que nous avons entre les deux ministères, et comment attirer davantage de jeunes dans les métiers qui sont les nôtres. Et il y a plein d'initiatives. Initiative en Bretagne qui est portée par les chambres, qui s'appelle Génération Agri, ça veut dire comment. Là, on va apprendre les plus jeunes. Vous allez au collège ? Vous allez dans les lycées ? Dans les collèges, dans les forums. C'est comment on plante un moment, ce que j'appelle une petite graine. Ça veut dire qu'on va créer chez des jeunes, chez les plus jeunes, peut-être quelque chose qui prendra que plus tard, mais en tout cas, un intérêt, une envie, une découverte, qui à un moment les conduira ou pas sur un parcours de l'enseignement agricole. Et puis après, il y a votre parcours, qui est extrêmement intéressant, qui sont ceux de la formation professionnelle continue. Ça veut dire on est passé par du salariat, on est passé par chef d'entreprise, et on a un projet de reconversion. Tout à l'heure, on parlait du nombre de jeunes qui arrivent, du nombre de jeunes qui en sortent. La force de la formation également, celle que vous suivez, c'est également de tester votre projet. Ça veut dire se rendre compte techniquement est-ce que je vais m'en sortir, financièrement est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que le projet que j'avais en tête, dans l'accompagnement de la formation qui m'est proposé, me permet de tester, de confronter à la réalité du terrain ce qui m'attend. Et c'est relativement passionnant. Ça veut dire, moi je l'ai vu sur d'autres filières qui étaient la viticulture, donc autres régions. On avait tant de jeunes, j'appelle ça des jeunes parce que c'est l'entrée en formation, mais il y avait tout âge, installé jusqu'à 60 ans sur la formation professionnelle continue. C'est-à-dire comment on accompagne des projets, comment on confronte ces projets à des réalités de terrain, et comment finalement des gens se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts, que le projet n'est peut-être pas viable, et toute l'entrée également par le salariat, parce qu'à un moment, même pour des jeunes issus du milieu, le salariat c'est important, ça veut dire comment je confronte également ma réalité, dans tes terrains, comment je change d'exploitation même quand je suis issu du milieu, comment je découvre d'autres modes de production, comment parfois je m'éloigne d'un modèle familial parce que j'ai d'autres idées en tête, sans renier effectivement sa propre histoire, et c'est passionnant, ça veut dire comment également ce parcours de formation, ce parcours après, et parfois c'est l'après, qu'il faut également accompagner, on permet à des réussites de parcours et pas des parcours qui vont s'arrêter parce qu'à un moment, des situations économiques vont rendre le projet qui ne sera plus viable. Donc il y a
la formation, et puis il y a souvent, moi je le dis, il y a l'après-formation, quand les gens arrivent effectivement dans le secteur du travail, ils vont s'installer, c'est comment continuer à accompagner. Tout à l'heure vous le disiez, hein, la première année, les 2 premières années, 3 premières années, la confrontation en réalité crée parfois une situation où on se retrouve seul. Il y a de l'entourage, mais on se retrouve seul quand même par rapport à des enjeux relativement importants, économiques le plus souvent, de production, et comment également il reste quelque chose en lien avec la formation ou pas, qui permet d'accompagner des parcours également une fois qu'on est arrivé. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là, mais comment on continue encore un peu, se tenir la main, entre guillemets, hein, pour effectivement que les parcours puissent aboutir concrètement. Merci beaucoup. Alors, je crois, il y a peut-être d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Alors, je vous invite tous déjà à parler de cette table ronde. Hein, voilà, autour de vous, il y a les réseaux sociaux, il y a la parole, il y a les écrits. Vous allez pouvoir retrouver, parce qu'on n'a pas pu tout vous diffuser, mais les études, les propos et la vidéo sur le site de l'INRAE. Donc, je crois qu'on aura un QR code tout à l'heure. INRAE.fr, voilà, vous retrouverez la vidéo, vous retrouverez les interventions. On va clôturer, je vais inviter Laurent Piette à venir clôturer. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants. Merci pour toutes vos précisions.